téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue à votre émission Les Belles Lettres, qui est une fenêtre ouverte sur la littérature tchadienne. Nous ne dérogeons pas à la règle, donc chaque semaine, nous vous amenons dans les couloirs de cette grande et nouvelle littérature à la découverte des œuvres produites par les écrivains, hommes et femmes. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir sur notre plateau un jeune auteur. Il s'appelle Martin Dionro. Il a écrit un essai qui vient de paraître, intitulé « Le cri d'un homme » aux éditions SAO en 2019 ici. Monsieur Martin, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Voilà. Alors, Martin Dionro est né le 27 septembre 1988 à Dadjilé, dans le Logone occidental. Il étudie là-bas, puis à Moundou, et puis aussi à Benoît. Et il décroche son bac et il étudie à l'université de Moundou des études supérieures de philosophie. Donc, en ce moment, il est comme enseignant de philosophie et il est aussi le fondateur du club des amis de lecture de Moundou. Eh bien, d'entrée de jeu, monsieur Martin Dionro, la caricature de la première de couverture de votre ouvrage semble un peu s'opposer, à mon avis, au titre. Alors que le titre parle d'un cri d'un homme, la caricature, elle présente une atmosphère plus ou moins de quiétude, parce que nous avons là deux personnes qui sont assises là sous un arbre, enfin, dans une petite forêt. Voilà. Que se cache donc derrière cette union plus ou moins absurde? Bien, merci pour cette opportunité accordée pour échanger avec vous sur ces petits écrits, le cri d'un homme. L'image ne trahit pas le titre en lui-même. Les hommes qui sont assis à même le sol sur des morceaux de bois. Vous voyez, ils sont squelettiques. Les côtes sont dehors. Mais ils sont fiers de porter un habit portant la couleur bleu, jaune, rouge. Oui. Ça veut dire qu'ils sont des Tchadiens. Assis à même le sol. Et là, il y a une eau qui est en train de couler, mais il y a aussi des herbes qui sont en train de pousser, assis sous un baobab. Oui. Ok. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont de la peine pour vivre. Mais ils ne se découragent pas. Ils espèrent qu'un jour, ils vont être à l'aise sous leur baobab là. Le baobab là symbolise l'image du Tchad futuriste. Et il y a aussi la montée en haut d'une colombe. Elle est blanche. Oui. Ça symbolise que, au vu de leur amertume, de leur souffrance, un jour, ils vont espérer à une vie aisée, tôt ou tard. Et donc, leur situation-là, la caricature représente ce que ces êtres-là vivent. C'est pourquoi je l'ai donné ça sous cette forme-là. Donc, le cri de l'homme donc deviendra peut-être un cri de joie au lieu de cri de malheur. Ben, le cri, quel qu'en soit son niveau, le cri de malheur ou le cri de joie, il y a toujours un cri qui nous tient toujours aux tripes. Que ce soit le cri de joie, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose pour exciter à avoir ce cri-là. Donc, on est fiers parce qu'il y a des choses, il y a l'espoir d'espérer. Donc, ce cri va être un cri positif. Mais quand on voit des gens assis à même le sol, mais ayant des côtes exposées, ils sont habillés carrément avec des habits en lambeaux. Donc, oui. C'est que ce cri-là, c'est un cri de détresse et de malheur qui est là, qui se cache derrière le comportement de ces êtres qui sont assis là. Tout à fait. Bien. Alors, Terre des hommes, c'est le titre du premier chapitre. Que vous inspire ce titre qui, plus ou moins, reprend Antoine de Saint-Exupéry, qui a écrit aussi Terre des hommes? Est-ce que c'est de lui que vous êtes inspiré pour écrire cet essai? Ah, une question importante. À Terre des hommes, je me suis inspiré de beaucoup de choses. Les ouvrages littéraires de tout genre. Parce que je suis évidemment un lecteur et je lis les écrivains de tout bord. Et ça m'intéresse de lire les écrivains. Que ce soit les écrivains tchadiens et bien d'autres écrivains. Alors, je m'étais inspiré de la réalité tchadienne. Avec la découverte de Toumaï au Tchad dans les années 2001. Et par un Tchadien, surtout un jeune là, un jeune géologue. Alors, Aounta,
Et elle a découvert un être, l'ancêtre de l'humanité, sur le sol tchadien. Et je me suis dit, mais ok. Mais quand nous avons découvert l'ancêtre de l'humanité au niveau du Tchad, alors il va de soi qu'on appelle le Tchad terre des hommes. C'est que c'est là où on a trouvé l'ancêtre de l'humanité. Et j'ai essayé de montrer ce que le Tchad là est, le Tchad de maintenant, mais aussi le Tchad d'avenir au niveau de terre des hommes là. Donc ça veut dire que c'est là où tout le monde peut trouver refuge, c'est là où tout le monde peut trouver son compte, c'est là où tout le monde peut être à l'aise. C'est pourquoi j'ai parlé de terre des hommes. Donc quand vous faites aussi un tour au niveau de terre des hommes écrit par Saint-Exupéry, alors il y a aussi une photocopie qui est là. Mais je me suis inspiré de la réalité tchadienne, mais aussi dans les ouvrages écrits par d'autres auteurs. Ok. Alors, l'ouvrage commence par une prose poétique, hein, on l'appelle ça comme ça en littérature, en lieu et place donc de phrases et de paragraphes. On a comme l'impression qu'on est en train de lire des vers et des strophes, vous voyez, et on voit là en filigrane donc de ce incipit-là, on le dit comme ça, une vision plus ou moins utopique, c'est-à-dire une vision trop belle pour être vraie. Est-ce que le Tchad est-il si beau à ce point où vous lui donnez tous ces qualificatifs? Ok, merci. Et là, permettez que je nous lise juste une partie au niveau de terre des hommes. Allez-y. Tchad, un pays incomparable. Pour toi et rien que pour toi, nous ne cesserons d'en parler aux hommes qui te méconnaissent. Un nouveau regard et de nouvelles visions suffisent pour te découvrir dans ton être. Oui, un nouveau regard pour quiconque veut être de ton côté. Oui, je te vois florissant. Je te verrai toujours et encore très florissant. Je te vois encore réluisant. Et je te verrai toujours florissant pour démentir tout regard misérabiliste dont te témoignent certains individus de mauvaise foi. Alors, ce n'est pas une utopie pour moi. C'est qu'il y a une réalité. Fort longtemps, les gens nous ont fait comprendre que le Tchad n'est vu que du côté négatif. Un pays néant. Un pays néant qui ne vit que de négativité en négativité. Alors j'ai dit, mais étant fils du Tchad, regardant la réalité de mon pays, est-ce que tu dois rester là, bras croisés, laisser les autres parler très négativement de ce pays si beau qui nous a vu naître et de sur quoi on a découvert l'ancêtre de l'humanité là. Alors cet écrit est venu pour éclairer la lanterne de tous ceux qui ont un regard négatif ou bien négateur sur ce pays, le Tchad, avec sa tricolore bleu, jaune, rouge. Et quand j'ai fait cette description de prose poétique, c'est pour magnifier, c'est pour élever ce beau pays qu'on appelle le Tchad. Mais quand vous allez lire cet ouvrage, vous allez vous rendre compte que Martin n'est pas seulement en train de louer exagérément ce beau pays, le Tchad, mais il va regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas, et il va essayer de le relever pour permettre sa reconstruction. Voilà, c'est pourquoi on va en arriver là. Merci. Alors, au moyen d'un vocabulaire quasi satirique, hein, c'est-à-dire un peu accusateur, vous fustigez la France d'avoir nié l'existence d'un sous-sol tchadien riche. Et que maintenant, alors que le contraire est prouvé, donc cette même France-là revient pour essayer d'en profiter d'une certaine façon. Est-ce que vous avez la certitude qu'à cette époque, peut-être dans les années de la colonisation et tout ça, est-ce que la France avait l'expertise technique nécessaire pour l'exploration du sous-sol tchadien? Ok. Voilà, l'histoire nous sert toujours de repère. Moi, j'aurais aimé qu'on comprenne le Tchad avec ce qu'il a, ses diversités. S'il n'a pas, il n'a pas. Qu'on lui dise la vérité. Et ça lui permettra de grandir. Et j'ai écrit cet ouvrage-là pour que le Tchad puisse grandir. Reconnaître ce que lui-même a fait avec ses partenaires. Donc, j'ai interpellé les partenaires du Tchad à regarder le Tchad d'une manière positive, droite, et en lui disant la vérité. À ce moment-là, ça lui permettra ici de grandir comme bien d'autres. Voilà un peu à peu près la philosophie qui m'a amené à écrire cela. Voilà. Après la France, dont vous jetez votre dévolu sur les hommes politiques tchadiens. Mais est-ce que, d'après vous, peut-il avoir un développement sans politique? Sinon, quel type de politique vous critiquez ici? Ok. La politique, j'avais dit, j'ai essayé de regarder qu'est-ce que les politiques a fait pour ce pays-là. Je savais pertinemment qu'on ne peut avoir un développement holistique, un développement intégral de l'homme sans
l'effort consenti des politiques. C'est pourquoi j'ai voulu mettre en valeur ce que l'homme politique puisse faire pour le décollage de notre beau pays, le Tchad. J'ai passé en revue les problèmes qu'a rencontré le Tchad. Quand on regarde, déjà au sortir de 1979, ce moment-là, ça reste dans ma tête ce qu'on appelle de la guerre civile. Mais cela a été orchestré par la politique. Je dis, pourquoi s'aimer de la zizanie nationale? Pourquoi diviser ce peuple-là? Qui n'a pas besoin de se diviser? Pourquoi faut-il appliquer le système de diviser pour mieux régner? Et alors, mon souci, c'est d'amener les hommes politiques à aider les Tchadiens à s'unir, à s'entendre pour bâtir. Je les exhorte toujours à voir que le développement des Tchadiens doit incomber les fils du Tchad, les Tchadiens eux-mêmes. Alors, la politique doit impulser cette idée-là de développement de notre beau pays, le Tchad-là, par les fils du Tchad, mais à ne pas les diviser, à ne pas les mettre, c'est ce qu'on appelle la ségrégation. On va appeler ici ceux du Sud, on va dire les chrétiens, eux, ils sont des sudistes. On va appeler les Kirdis. De l'autre côté, ceux du Nord, on va dire les nordistes, les Doum. Vous voyez, ces appellations-là sont des appellations ségrégationnistes. Ils sapent le bon vivre ensemble. Ils sapent ce qu'on appelle le système de la cohabitation pacifique. Alors, il faut faire comment? Il faut aider ce peuple-là à s'unir pour bâtir ce pays-là. Ce pays que tout le monde appelle de son vœu un beau pays. Et donc, la politique doit jouer un rôle catalyseur fondamental pour la cohésion pacifique et aussi pour la coexistence pacifique des Tchadiens en même temps. Donc, moi, j'ai interpellé la politique, les hommes politiques à jouer un bon rôle. Parce que toute bonne politique là est au service de l'humanité. Vous dites aussi à la page 64 que, je cite, « Les institutions à la charge de la jeunesse et de la femme sont entachées de discrimination notoire ». On a bien besoin de savoir de quel genre de discrimination il s'agit. Ok. Les institutions en charge de la formation des jeunes, de la contribution de décollage des jeunes sont entachées de discrimination. La réalité nous le montre. Pourquoi est-ce que je dis ça? J'ai observé les organisations des jeunes qui se passent. Dès que telle organisation qui cherche à brasser les jeunes demande un soutien de la part des hautes autorités, il y a de réticence. Pour certains, mais pour d'autres, il y a réaction prompte. J'ai dit, mais à ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a pas à regarder autrement? À ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a pas une discrimination qui se lie derrière cela? J'ai participé au festival Souffle l'Harmattan, ce festival-là, où j'ai pris l'idée d'écriture. Et c'est à ce cadre-là où je parle précisément. Lorsqu'on organisait un festival littéraire, on a demandé le soutien. Oh, pas d'argent. Mais il y a aussi argent pour faire d'autres choses. Et cet argent-là, pourquoi on ne veut pas mettre au service de ce qui peut permettre de la coexistence, de la vulgarisation de nos cultures, de nos valeurs? C'est ça le cri là. Crier pour que ce qui ne marche pas là marche bien. Il y a des faits qui sont là notables, qui n'aident pas ces jeunes-là à se considérer comme eux, ils sont partie prenante de ce qu'il y a ici. Donc, il y a cette ségrégation ou cette discrimination-là qui se lie au fur et à mesure, lorsqu'il y a une activité qui s'organise, il faut demander le soutien de la part de telle ou telle institution. Il y a réticence qui est faite et de l'autre côté, il y a accord. Alors, cela nous amène à dire, OK, il y a une discrimination notoire à ce niveau. Alors, à la page 68 aussi, une poésie surgit qui invite donc le Tchad à ne pas rester insensible aux cris et sollicitations des amis, frères et voisins. Oui. Alors, effectivement, les réalités nous le prouvent sous l'égide donc de son chef suprême, l'actuel président Idriss Déby Itno. Le Tchad a porté secours effectivement donc à ses amis et voisins, mais au prix de lourds sacrifices humains et sacrifices financiers, etc. Oui. Est-ce que vous pensez, comme Senghor le pensait de la colonisation à une époque donnée, que ces sacrifices consentis sont un mal nécessaire? Eh bien, l'effort du Tchad pour la résolution des tensions, des foyers de tension, c'est louable. Et là, j'ai saisi ma plume pour louer ces belles actions. Moi, j'appelle toujours belles actions parce que ce sont des actions humanitaires et humanistes. Le Tchad a fait. Économiquement, le Tchad a engagé de l'argent. Ces hommes,
nos soldats sont partis, ils sont devenus des chairs à canon. Ce sont des êtres humains. Alors, on les a utilisés. Mais par après, je me suis rendu compte, à travers l'observation de ce qui se passe dans notre pays, qu'il y a une négligence de la communauté internationale. En 2014, le Tchad avait consenti d'énormes soutiens pour ces foyers-là. Et au niveau de Mali, si Mali a recouvré sa stabilité, c'est l'effort du Tchad, le Niger, le Cameroun, bien le Niger. Et il y a bien d'autres lieux où le Tchad a investi. Mais vers la fin de compte, il n'y a pas cette reconnaissance-là. Il n'y a pas une reconnaissance. Mais pendant la même année-là, ceux qui ont intervenu par la suite, ils étaient primés prix Nobel. Prix Nobel. Le Tchad, il a sacrifié ses fils là-bas. Son économie est là. On n'a même pas dit. Mais après, on va dire que non, ce Tchad-là, c'est complice. Le Tchad joue un rôle complice dans ces foyers de tension-là. Alors, à ce moment-là, j'ai dit, OK, non, il faut qu'on essaie de redresser les choses pour nous permettre qu'on dise un peu ce qui est... Donc, vous trouvez que c'est comme une sorte d'ingratitude internationale? Absolument, absolument. Justement, c'est une méconnaissance et aussi une ingratitude internationale. Moi, j'aurais aimé qu'on puisse reconnaître ce que le Tchad a fait. Reconnaître ce que notre président, lui, derrière, avec son expertise, et aussi nos officiers sont en train de consentir, là, il faut qu'on reconnaisse en disant, OK, ce que vous êtes en train de faire, c'est bon, OK, on va vous appuyer. Et quelle est la responsabilité de l'Union africaine dans tout ça? Ah ben oui, justement, donc la responsabilité de l'Union africaine, c'est d'interpeller les États, le reste des États à investir financièrement, matériellement, bien entendu, humainement, avec des hommes. Nous avons des expertises là, au niveau de l'opération dans le cadre du militaire, au niveau de l'orientation stratégique. Alors, il faut qu'on mette les efforts ensemble. Lorsque les efforts seront conjugués, à ce moment-là, on peut arriver ou parvenir à minimiser ce problème-là. Parce que ça, c'est un coup dur sur le sous-développement. Ça contribue au sous-développement de l'Afrique. Et nous voulons, déjà à partir du XXIe siècle, on est là, on parle encore de sous-développement de l'Afrique. Et c'est éclairant. Et il faudrait qu'on arrive maintenant à chercher, à nous mettre ensemble, les Africains ensemble, et ensuite, d'autres peuvent contribuer, comme la France est en train de faire, et puis progressivement, on va essayer de minimiser les problèmes. Alors, parlons de toute autre chose. Vous révélez qu'un rapport de l'UNICEF datant de 2014 qualifie les Tchadiens de grands consommateurs d'alcool. Et vous commentez que l'alcool est pris comme une sorte de refuge contre l'amertume et le mal-vivre. Oui. Votre commentaire? OK. L'UNICEF, en 2014, a fait une mention dans son rapport pour dire que dans le monde, le Tchad est classé premier en consommation de l'alcool. Ah bon, j'ai écrit ça en pleurant. En pleurant parce que lorsqu'on nous qualifie champion en consommation d'alcool, j'ai dit ça en littérature. Mais est-ce qu'en réalité, les Tchadiens ne consomment pas d'alcool? Ils consomment, mais cette consommation ne peut pas être trop exagérée comme on l'a décrit. Pour parler du Tchad qui est champion en consommation d'alcool à ce moment, quand on prend la Russie, il fait extrêmement froid, les gens consomment à la longueur, mais on n'en a même pas dit. C'est aussi des visions négationnistes que je suis en train de fustiger dans mon regard. J'ai dit, il faut un changement, un nouveau regard pour regarder le Tchad là, objectivement. Ce que le Tchad a fait de mal, ok, qu'on le dise, ça lui permettra de corriger. Et de l'autre côté, j'ai pris la consommation de l'alcool comme un refuge pour cela. Les jeunes, quel que soit, ils sont déboussolés. Alors, ils se trouvent, OK, nous n'avons rien à faire. Il faut consommer pour avoir un peu de tranquillisant. Ils consomment et puis, à l'aise, ils dorment. Ils n'ont pas le temps pour réfléchir. Pour moi, c'est que la consommation exagérée empêche une réflexion. On ne peut pas avoir des hommes qu'il faut pour la consommation d'un pays étant des hommes ivres, des alcoolos. Ceux-là, ils ne peuvent pas contribuer. Mais quel temps? Lorsque vous faites un tour, vous voyez ceux-là qui consomment à la longueur du temps de l'alcool. Mais ils deviennent vieux, ils prennent de l'âge avant leur âge. Ils ont des jus enflés, on dirait que je ne sais pas, c'est gonflé. Alors là aussi, il y a un problème. Et donc, moi, j'interpelle aussi cette conscience-là pour revoir la manière de consommer. Les autres consomment, mais pas de la sorte. Autrefois, nos ancêtres consommaient, mais pas de la sorte. Mais ils ont pris le temps pour consommer avec modestie. Okay.
Alors, avec un peu une touche d'humour, vous justifiez avec logique que le Tchad accueille tant de réfugiés et de déplacés sur son sol parce qu'il est le berceau de l'humanité et vous prenez l'image de la mer accueillante, etc., etc. Qu'est-ce que vous avez dit? Mais justement, une mère ne peut pas laisser ses enfants, ses fils pleurer. Et comme étant terre des hommes, étant berceau de l'humanité, on a rapatrié les Tchadiens qui sont au niveau de RCA. Poup! Et le conflit entre Balakas et les cas, ça fait qu'il y a eu des morts d'hommes. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire revenir les Tchadiens qui sont là-bas. Et même les Centrafricains, d'autres, on les fait venir au Tchad. Parce qu'ils ont fui les atrocités, les apprêtés de la vie. Alors, le Tchad les a accueillis à bras ouverts. Maintenant, cette largesse-là, j'ai reconnu que c'est bien. Comme tu es mère de l'humanité, accepte de consoler tes enfants, tes fils qui sont en train de traverser cette mer-là. Donc, il faut leur aider à trouver de quoi vivre. Et cet asile, le Tchad doit constituer ici un point où celui qui a des problèmes puisse se retrouver. Et en parlant de ces réfugiés, en parlant de déplacés, de déportés, c'est là, le Tchad a laissé la main ouverte pour les accueillir, mais aussi pour permettre aux Tchadiens qui sont en train de souffrir quelque part de revenir et trouver leur aisance, leur liberté, leur droit de vivre là, ici, et pour vivre. Voilà un peu ce que je peux dire. Tout à fait. Alors, dans l'ouvrage, vous utilisez des expressions qui nous paraissent un peu difficiles à comprendre. La décolonisation des mentalités et des cultures. Qu'est-ce que cela veut dire? La décolonisation de mentalité, ça veut dire que c'est la formation intellectuelle. Il faut aider, il faut former la conscience. Lorsque l'esprit est éclairé, à ce moment-là, on peut avoir une personne à même de contribuer au développement. Il y en a qui pensent que, puisqu'ils sont moins formés, ils se croient, ils valorisent, ou bien ils surestiment ce qu'ils ont comme valeur, comme culture. J'ai dit, ok, il faut qu'on arrive à comprendre les choses là, à juste milieu. Comprendre que vous avez une valeur, mais aussi l'autre aussi en a. Dans ce cas-là, il faut mettre les valeurs là ensemble. Et dans ce cas, il faut déconstruire, il faut décoloniser, il faut réformer, il faut former la conscience pour adapter au contexte dans lequel on vit, pour permettre à l'autre aussi de vivre, d'avoir le temps de dire, ok, je suis là, j'ai quelque chose à donner. Il faut aussi l'autre comprendre qu'il a de quoi manger, mais il y en a aussi chez lui, il a de quoi partager. Donc, c'est pour avoir une ouverture d'esprit et reconnaître que chacun a quelque chose à apporter et que la culture de l'autre aussi elle est importante que la nôtre. Donc, lorsqu'on va les mettre ensemble, ça nous permettra aussi de grandir. Et vers la fin, donc, vous dites que la jeunesse tchadienne a soif de se former, de s'éduquer, mais elle bute contre beaucoup d'obstacles. Est-ce que vous pouvez donner deux, trois exemples? Ok. Je fais partie de ces rescapés-là. Lorsque vous venez au niveau de l'université, j'ai caricaturé les Argentinois. Un jeune qui veut se former, il vient s'inscrire à l'université, on lui exige de l'argent de l'autre côté. On dit régime spécial. Régime spécial, ça veut dire que c'est lui-là qui travaille quelque part et il veut avoir encore plus de connaissances. Dans ce cas, il vient s'inscrire. Et d'autres, ils viennent avec des papiers du ancien, mais pour avoir accès au lieu de formation, il y a ce chemin-là de Golgotha. Et donc, j'ai essayé de regarder ce côté. J'ai dit, mais non, ça ne marche pas. Il faut permettre que ces gens-là se forment. Et en se formant, ils vont être des acteurs constructeurs, des artisans pour la culture, pour le développement de ce pays. Nous sommes parvenus à la fin de notre entretien. Est-ce que vous pouvez nous choisir juste un paragraphe de votre ouvrage et nous le lire? Merci. Alors, on en aura au niveau du dernier chapitre, Tchad, nation arc-en-ciel. Tchad, ton regard est plein de bonheur, de bonté, de beauté, de chaleur, de vitalité, de sorte que nous nous en extasions. Nous te voyons toujours dans cet état d'épanouissement intégral. Remercions la Providence pour cette merveille. Ne nous évadons pas dans sa contemplation, mais mettons-nous au travail pour rendre manifeste, concrète, cette évolution du Tchad, milieu de la vie de l'ancêtre de l'humanité. Notre espoir en toi,
ne sera jamais perdu. Te regarder atteindre le fait de la vie, entouré de tous les prestiges de ce monde, est notre véritable rêve pour toi. Nous voulions que tu sois un havre de paix, là où il fait beau vivre et où la vie est viable. Tu as pour impératif d'accomplir ta tâche pour le mieux quotidiennement, pour renouveler l'espérance de tes fils. Nous te voyons déjà sur les bons rails du décollage. Et à travers ces messages, cet ouvrage s'inscrit dans l'ordre de l'espoir, écrit pour aider les Tchadiens à avoir l'espoir et construire ce pays-là pour son propre décollage. Monsieur Martin Dionro, merci beaucoup d'avoir accepté de venir répondre à nos questions. Ce fut un grand plaisir et un grand honneur de participer à votre émission Les Belles Lettres. Vous faites bien de valoriser la culture. La culture tchadienne ne peut être valorisée qu'avec ses fils qui ont l'espoir et qui espèrent qu'un jour, avec la culture, le Tchad va être ici très loin. Et je vous en suis très reconnaissant. Chers téléspectateurs, nous sommes parvenus donc à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que nous étions en compagnie d'un jeune auteur, Martin Dionro. Nous avons débattu sur son essai intitulé « Le cri d'un homme ». Le livre est paru aux éditions Toumaï en 2019. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir été si fidèles à votre chaîne et continuez toujours à regarder nos programmes. Merci.